Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Son des associations, la web radio proposée par la Maison des associations de Strasbourg. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mai 2021 et on est sur l'émission du mois de mai, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, nous serons dans une émission spéciale handicap et autour de la table, pour ceux qui le voient et pour ceux qui ne le voient pas, j'ai plusieurs personnes en fait qui représentent des structures dans ces domaines. Alors, nous avons tout d'abord Nicole et Nicolas qui vont représenter Spina Bifida France. Nous avons aussi Marie-Claudine qui représentera Donneurs des Voix, Bibliothèque Sonore de Strasbourg et du Bas-Rhin. Et nous avons Virginie qui représente l'association Typique Atypique, donc qui seront avec moi pendant ce petit moment, donc cette petite heure autour du son des associations. Alors, avant qu'on commence, évidemment, le son des associations, c'est l'émission proposée par la Maison des associations. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts et nos vidéos sur notre site internet mds.org et vous pouvez aussi les retrouver sur le site de notre partenaire Radio Arc-en-Ciel que nous remercions évidemment. Alors, Nicole, est-ce que tu peux nous parler de Spina Bifida? Bonjour à tous. Je suis donc Nicole Hommel. Je suis la déléguée régionale du 67, donc du Bas-Rhin, de l'association Spina Bifida et Handicap Associés. Donc le sigle, c'est ASBH. Le spina bifida est une malformation du tube neural qui ne touche pas seulement, comme on pourrait le penser, le bas-ventre, c'est-à-dire la vessie et les intestins, mais aussi un peu tout le corps, c'est-à-dire c'est un handicap puzzle, on pourrait appeler ça comme ça. Et les personnes qui sont atteintes de cet handicap sont handicapées à différents degrés, c'est-à-dire on peut en retrouver comme moi qui sont verticalisés, on peut en retrouver en fauteuil roulant, paraplégique, mais aussi, avec plus de malchance, tétraplégique. Merci Nicole. Virginie, tu représentes l'association Typique Atypique, mais qu'est-ce que Typique Atypique? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors oui, je suis Virginie Bouslama, la présidente de l'association Typique Atypique. Alors en fait, Typique Atypique est une association de soutien et d'accompagnement aux familles qui sont concernées par plusieurs choses. Donc le point de départ, c'est le haut potentiel, auquel vient s'ajouter les fameux troubles associés qui font partie du handicap, donc les troubles 10, le TDAH, le trouble du spectre de l'autisme. Et on s'adresse aussi à des familles qui sont concernées par le biais de leurs enfants, par la phobie scolaire. Et le but donc de l'association, c'est de créer du lien, de proposer donc des groupes de parole à ces familles pour justement qu'elles aient une bulle d'oxygène, sensibiliser et informer, très important, la communication. Et notre but, ça c'est l'autre versant, c'est aussi d'être un relais pour les professionnels de santé avec lesquels on travaille en partenariat. Et le grand rêve, c'est de pouvoir travailler avec l'éducation nationale. Voilà. Waouh, super. Il y a un gros programme. Super Virginie. Et donc, il y a aussi Marie-Claudine qui représente Donneurs de Voix, Bibliothèque Sonore de Strasbourg et du Bas-Rhin. Qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour à tous, Marie-Claudine Nagel. Dans le cadre des bibliothèques sonores de l'Association des donneurs de voix, le but est de mettre des livres audio à la disposition des personnes empêchées de lire. Dans un premier temps, ça ne pouvait être que des personnes aveugles et malvoyantes, puisque l'État ne nous permettait pas d'ouvrir. Et puis ensuite, ça a été étendu aux personnes à mobilité réduite qui souffraient de maladies dégénératives et qui ne pouvaient plus prendre un livre en main. Et depuis quelques années, nous avons également la possibilité, offerte par l'État, de mettre ces ouvrages sonores à la disposition d'élèves qui sont atteints de divers troubles 10 et autres, et tout ceci par le biais de téléchargements que les élèves peuvent avoir ensuite à leur disposition. Et pour tout ce monde, c'est à nouveau un accès à la lecture, et pour les scolaires, c'est l'ouverture à une lecture agréable. Voilà. Merci à toi, Marie-Claudine. Alors, on voit que vous avez tous vraiment des belles structures, des beaux projets à défendre. Alors, je remercie, avant qu'on continue, je remercie évidemment les Whipper Circus
qui sont ceux qui ont fait notre petit jingle. Et pour ceux qui ont la chance de nous regarder en vidéo, vous voyez toujours que les invités aiment bien danser sur ce petit jingle et j'aime bien toujours revenir là-dessus. Un jour, il y aura peut-être un album à ce sujet. Alors, je vous propose de revenir sur notre question de handicap. Nous avons aussi parmi nous Nicolas. Et donc, je vais vous poser une question que je pose en premier à Nicolas, puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Pour toi, Nicolas, tout simplement, c'est quoi être en situation de handicap ? Alors bonjour à tous. Donc pour un peu me situer, d'abord, je suis venu avec Nicole puisque je suis aussi membre de l'association Spina Bifida et Handicap Associé. Donc je suis atteint de cette maladie. Je remonte juste mon masque. et donc cette question en fait est une question qui pour moi se pose à beaucoup de niveaux différents. Il y a beaucoup de strates derrière cette question selon moi. Pour répondre sur un plan purement technique, j'aime bien citer le philosophe suisse Alexandre Jolien, donc, qui est lui-même concerné par le handicap, puisqu'il est né avec IMC. Et donc, il dit que quelque part, on peut définir certaines normes. Donc, par exemple, un bébé de 6 mois qui ne marche pas, c'est la norme. Un enfant de 10 ans, là, c'est plus la norme. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut peut-être parler de handicap. C'est pareil pour tout. Voilà, la lecture avant 5 ans, c'est normal. Après, à 15 ans, c'est là qu'on peut peut-être commencer à parler de handicap. Après, il y a bien sûr d'autres facteurs. Mais je dirais avant tout que c'est aussi beaucoup la façon dont on vit les choses. J'ai vraiment eu deux phases dans ma vie par rapport au handicap. Une première phase où vraiment je considérais tout ça comme des handicaps très, très, très lourds. Et dans le sens vraiment handicapant, puisque ça dans le sens empêcher de faire les choses. Et puis... depuis quelques années, je me rends compte que je peux faire beaucoup plus que ce que j'imaginais avec ce handicap. Et donc, depuis lors, ma définition du handicap a complètement changé, a complètement... le curseur s'est déplacé quelque part. Et donc, ça montre vraiment qu'il n'y a pas de réponse figée à cette question. Moi, je suis assez d'accord. C'est aussi beaucoup en fonction du regard et de la vision qu'on en a. Tout à fait. Et de ce qu'on renvoie. Et après, de ce qu'on en fait, effectivement, même si ce n'est pas évident, mais le handicap, c'est de pouvoir, à un moment donné, peut-être le transformer. J'aime bien la vision de Nicolas, elle est très, très vraie. Marie-Claudine, est-ce que tu veux rebondir toi aussi ? Oui, alors moi je dirais que pour les personnes malvoyantes, quand elles sont dans la rue, on ne peut même pas savoir qu'elles sont malvoyantes. Ça va peut-être se traduire ensuite par une hésitation à traverser, etc. Mais on a des personnes aveugles et des personnes malvoyantes qui font beaucoup de sport, qui font de l'escalade, qui font, etc. Mais le grand problème pour elles, c'est quand la lecture leur est interdite. Alors, parce que selon le degré de malvoyance, même avec les livres gros caractères, elles ne peuvent pas lire parce que, selon certains défauts de vision, elles ont un énorme point au centre de la vision. Et donc, il faudrait jongler avec le livre et ne lire qu'un mot et puis bouger, etc. Donc, elles sont dans une situation où on ne comprend pas qu'elles aient un handicap. Et pourtant, la lecture ne leur est plus permise. Alors, quand il y a aussi un autre problème, il faut qu'elles-mêmes, elles reconnaissent leur handicap, parce que nous ne pouvons inscrire les personnes qu'après avoir eu un certificat médical. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un obstacle à franchir, parce qu'il faut qu'elles reconnaissent elles-mêmes, vis-à-vis de la société, qu'elles sont maintenant dans l'incapacité de lire. Et ça, c'est un frein que certaines personnes ne franchissent même pas.
Je te vois beaucoup secouer la tête, Nicole. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'elle parlait de handicap invisible, et moi, c'est mon cas, puisque quand vous me voyez comme ça, on ne pourrait pas s'imaginer qu'il y a beaucoup de contraintes dans la vie quotidienne. Je fais des autosondages tous les 3-4 heures pour vidanger ma vessie. Je fais des lavements coliques tous les 2 jours pour vidanger mon côlon, parce que sinon, je meurs. Donc, évidemment, l'handicap invisible, son mot le dit bien. Simplement, il y a toujours une espèce de... on est obligé de se justifier. Tout à fait. Et c'est ça qui est dérangeant dans notre société, parce que si l'handicap ne se voit pas, puisque le français est un peu du style, si la personne, elle n'est pas en fauteuil, elle n'est pas handicapée. Donc, il faut changer ce regard, parce qu'il faut voir au-delà de l'apparence. Et quand moi je dis j'ai un handicap, mais t'es handicapé de quoi? Je dis écoute, je vais te dire en quoi consiste ma journée, en quoi consistent mes douleurs, en quoi consiste tout ce que je peux pas faire ou pour lesquels j'ai un frein parce que c'est juste pas possible ou parce que c'est très compliqué à organiser ou à gérer. Les gens font des fois des grands yeux, on dit mais on ne le voit pas tout ça, parce que depuis ma tendre enfance, disons, j'ai toujours positivé. Mon handicap, je l'ai vu comme pas un défi, mais une force, justement pour témoigner que malgré le handicap, et même si on me dit je suis handicapée, parce que moi, ça me fait pas plus... Enfin, je veux dire, c'est pas un affront. Il faut dire... Il faut mettre les mots sur les mots. Donc, je suis handicapée, certes, mais c'est un handicap avec lequel je me bats tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Et pour Nicolas, c'est pareil. Simplement, il faut voir le côté positif. Et Nicolas, il fait tellement de choses beaucoup plus loufoques que moi qu'il aura peut-être l'occasion d'en parler. Moi, je fais des petites choses, parce que j'ai déjà 20 ans plus que lui, donc c'est pas la même génération, mais on essaye de donner un message positif en disant que malgré votre différence, parce que l'handicap, en fait, c'est une différence, c'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui nous différencie de l'autre, et en ça, c'est une force, parce qu'on peut témoigner, et pas parce qu'on est vénère contre le monde entier, contre Dieu, et voilà. C'est comme ça. Moi, je peux rien. J'ai pas mes parents, pas de chance. On peut incriminer personne. J'avais une sœur en plus qui était myopathe, donc vous voyez, ma mère, elle a un peu bavé. Mais avec la force que j'ai, avec les possibilités que j'ai, puisque j'ai, fort heureusement, je peux m'exprimer. Je peux faire passer un message, et en faisant passer le message, je peux changer le regard des autres. Voilà, c'est ça. Si je peux juste me permettre, dans la définition, entre guillemets, plus ou moins officielle, notamment de la loi de 2005, dont on va, je pense, parler, et de la MDPH, on dit, c'est quoi être en situation de handicap? C'est être porteur d'un trouble durable qui entraîne une altération durable de plusieurs fonctions physiques ou mentales. Et donc, c'est cette altération de fonctions qui ont un impact finalement dans toutes les sphères de la vie. Ça commence à l'école, donc scolaire, social, familial et plus tard professionnel. Et je rebondis par rapport à ce qui a été dit. Alors moi, je suis porteuse d'un trouble du coup entre guillemets minime, c'est le fameux TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, moi j'ai un combiné avec hyperactivité, avec impulsivité. Ça c'est un peu compliqué, mais c'est pareil, c'est un handicap invisible que les gens ne connaissent pas encore bien, ne comprennent pas. Qui est très difficile à diagnostiquer, à accompagner et effectivement de l'expliquer. Quand on n'est pas concerné, je peux comprendre que c'est difficile de comprendre. Donc l'image qu'on a du TDAH, le gamin c'est un sale gosse mal élevé, mal poli, les parents sont défaitistes, ils mettent pas de cadre, et puis les adultes qui sont atteints, c'est des dingues, hystériques, instables. Enfin c'est lourd quand même comme mot, comme terme, et ça fait aussi partie du handicap invisible. Et effectivement, je pense que vraiment il faut faire évoluer notre mentalité. Moi je dis toujours, je pense qu'on a un problème de mentalité, de culture, de vision, et puis ce distinguo handicap visible, invisible, il faut en sortir à un moment donné, parce que 80% du handicap, c'est le handicap invisible. Il n'y a que 20% de handicap visible. Et on est effectivement toujours à devoir se justifier, se battre, demander, expliquer. Enfin, c'est lourd pour tout ce qui est handicap vraiment invisible, parce que c'est triste, mais moi, j'ai des familles dans l'association qui en arrivent à me dire on préférait presque notre gamin ait un handicap visible.
je trouve ça juste horrible d'arriver à penser ça, parce que finalement, le quotidien est tellement lourd que... Enfin, c'est triste comme situation, en fait. Hein. Par rapport à ça, moi, je peux en témoigner parce que, en fait, pendant de nombreuses années, j'évoluais dans des endroits que je connaissais par cœur et tout, et j'avais pas de canne blanche. J'avais pas encore appris à m'en servir, et donc là, j'étais un peu dans la catégorie du handicap invisible. Et c'est vrai que pour les relations, c'était vraiment très compliqué. C'était simplement que je faisais pas attention, que machin, que j'étais distrait, et très très maladroit. Et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à utiliser la canne blanche, ma vie a complètement changé. Et d'ailleurs, il m'est déjà arrivé de me retrouver face à des personnes qui avaient des handicaps invisibles, et qui me disaient qui avaient des handicaps invisibles et qui n'avaient strictement rien à voir avec la vision, et qui me disaient: «Comment tu te fournis ta canne?» Je ne comprenais pas pourquoi ils me posaient la question. Et d'un coup, il m'explique: «Ben, moi, j'ai envie de commencer à utiliser une canne blanche. Comme ça, les gens me catégoriseront dans la catégorie du handicap visible. Et à ce moment-là, ils me foutront peut-être un peu plus la paix que jusqu'à présent. Ils comprendront peut-être que j'ai vraiment quelque chose et que je suis juste pas bête, pas maladroit, quoi.» Ça, c'est terrible, effectivement, d'en arriver Ah là. oui, complètement. Je rebondis rapidement sur ce que vous dites. Hein. Alors, jusqu'à preuve du contraire, normalement, je n'ai pas de handicap, mais je n'ai jamais été diagnostiqué, alors je ne peux pas l'affirmer. Mais tout est possible. Mais par contre, j'ai beaucoup d'amis et je suis aussi dans une association justement dans le domaine, donc ce qui fait que je côtoie régulièrement des personnes. Et c'est vrai que rapidement, j'ai une amie qui justement a un handicap invisible, entre guillemets, et qui me raconte souvent que donc elle a sa carte de personne en situation de handicap qu'elle peut mettre dans sa voiture, hein, et elle me dit, des fois, elle se gare sur une place pour personnes en situation de handicap, elle sort de sa voiture, et évidemment, elle marche C'est ça. comme tout le monde. Elle n'a pas de canne, elle n'a pas de fauteuil roulant, et donc c'est vrai que madame, vous êtes sur un emplacement, etc. Et elle m'a déjà raconté que parfois, ça a pu aller très loin dans les invectives, et de devoir montrer sa carte, d'expliquer aux gens, mais vous n'êtes pas en fauteuil roulant, ou mais vous n'êtes pas aveugle, et tout ça. Fait, mais oui, mais regardez, je suis à 70% handicapé d'une autre manière, etc. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, et j'ai aussi l'occasion d'entendre des gens, effectivement, qui aimeraient bien avoir ce côté un petit peu plus visible, pour que quand on vous voit, tout simplement, c'est tout de suite, ok, je vois très clairement qu'il a quelque chose, donc effectivement, je le laisse passer d'une certaine manière, quoi. C'est un peu comme montrer patte blanche. C'est ça. Voilà, et effectivement, je rejoins ce que tu disais, Virginie. C'est vrai que pour le voir, on est encore dans une culture, on va dire, une culture administrative française, j'ai envie de dire ça comme ça, où effectivement, il faut prouver les choses, montrer les choses, etc. Et il faut réussir un petit peu à sortir de ça. Alors, je rebondis aussi sur quelque chose que tu disais, puisque tu parlais de la loi de 2005. Donc, je vous propose simplement d'aller là-dessus, puisque en 2005, il y a eu une loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en France. Donc, c'est une loi qui a été faite pour un petit peu essayer d'améliorer, toujours entre guillemets, la vie des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que concrètement ça a changé pour vous? Est-ce que ça a été quelque chose d'utile? Je ne sais pas, toi, Virginie, qui en parlait au début. Moi, de toute façon, mon diagnostic, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Hein, ça fait pas tout à fait 4 ans. Donc, je n'ai pas forcément le recul nécessaire. Bon, après, par contre, par rapport à l'association, je me documente beaucoup et je suis très au courant. Alors, moi, à l'heure actuelle, donc cette loi, en théorie, sur le papier, elle est merveilleuse. Hein. Alors, comme beaucoup de choses en France. Alors, il y a juste un monde entre la théorie et la pratique, puisqu'on en revient toujours à la même chose. Au niveau de la MDPH, qui est donc la maison du handicap, cette loi a été créée en même temps, en fait, que les MDPH. C'est pareil, pour avoir une reconnaissance, il faut montrer patte blanche, il faut des dossiers à rallonge, il faut justifier, il faut 130 000 paperasses. Et dans ma partie, en tout cas, nous, ce qu'on gère chez Typique Atypique, donc les enfants 10, TDAH et TSA, donc avec un spectre de l'autisme, rentrent dans le champ d'application de cette loi. Malheureusement, c'est du handicap invisible. Et la plupart des dossiers qui sont déposés, alors ça peut être pour une simple reconnaissance, pour une demande d'AESH, anciennement AVS, ça peut être pour une demande d'allocation de base, parce qu'il y a beaucoup de suivi, et la plupart ne sont pas remboursés. La plupart des dossiers sont refusés, parce qu'à la MDPH, alors ils sont peut-être
pas assez informés, pas assez formés, peut-être pas assez sensibilisés. Et ils ont aussi ce problème handicap visible, invisible. Alors, je dirais que pour le TSA, l'autisme, les dossiers passent plus facilement. Mais pour les TDAH notamment, alors moi je suis concernée puisque mon fils a un TDAH comme le mien, il a une reconnaissance MDPH, mais on m'a accordé le minimum. Et en fait, on n'arrive pas à vraiment faire comprendre quelles sont les difficultés du quotidien. Moi, mon fils, là, depuis mars, il est déscolarisé. C'est la 2e fois. On a été obligé de le déscolariser. Parce que sinon, je pense qu'on nous aurait mis une IP, une information préoccupante. Je pense que ça serait mal passé. Et en fait, la MDPH n'entend pas les difficultés qui sont liées au TDAH, qui est ce fameux handicap invisible. Donc, c'est une bonne loi. Je pense que c'est très bien. Mais on n'a peut-être pas assez approfondi le sujet. On n'a peut-être pas assez réfléchi à la mise en application. Et encore une fois, et là, je persiste et je signe, je pense qu'à un moment donné, et je me bats en ce moment, justement, avec la MDPH et d'autres personnes pour ça. Il faut sortir du distinguo handicap visible-invisible. C'est où on rentre dans le champ du handicap, ou on n'y entre pas. Mais on ne peut pas... Enfin, sur quels critères justifier toi oui, toi non? Enfin, c'est pas possible. Donc, oui, je dis oui, hein, c'est très bien, mais il faut l'appliquer, et correctement. Pour que tout le monde, en fait, toutes les personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, puissent bénéficier des droits, entre guillemets, qui sont prônés par cette loi. Alors, je vois Nicole secouer la tête, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Je me permets juste de faire une petite transition, remarque personnelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Moi, pas encore. Avec qui on leur a présenté justement un petit peu nos actions, nos projets. Et alors, ce qui était très drôle, en fait, c'était de voir que, normalement, ce sont des gens qui sont censés intervenir justement dans ce genre de domaine, et de voir en fait qu'on leur apprenait des choses. Ah bah, complètement. Et surtout que ce qui était encore plus étonnant, en fait, c'était de leur dire mais vous voyez, en fait, on essaye d'aider des gens qui ont besoin d'aide, de leur expliquer ce qu'ils avaient, et d'avoir comme retour en fait des gens qui disaient ah bon. Ah non, mais c'est les gens ont dramatique. besoin d'aide. Et en fait, on a, comme je disais un peu, un décalage. Voilà, il y a un décalage, et surtout de la part de gens qui sont censés venir en aide. Alors, des institutions, en fait, qui, elles, mettent en place, en fait, parce que ça émane d'elles. Ou devraient mettre en place. C'est ça qui est... Alors, Nicole. Alors moi, personnellement, cette loi de 2005, il n'y a pas eu de répercussions au niveau personnel, puisque moi, je peux à peu près tout faire, puisque je suis verticalisée. Par contre, il y a dans notre association quand même beaucoup de personnes, des hommes ou des femmes, qui sont en fauteuil roulant. Et donc là où le bas blesse, c'est l'accessibilité des bâtiments. Alors que ce soit un théâtre, un cinéma, une mairie, les bâtiments officiels, publics, où normalement, tous ces bâtiments auraient dû être mis aux normes jusqu'en 2005. On leur a donné un espèce de moratoire, enfin une date butoir jusqu'en 2015. Je ne sais pas si depuis, à mon avis, il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Voilà. Donc, on ne va pas enfoncer le clou, mais il y a régulièrement dans notre association des plaintes parce que, voilà, je n'ai pas pu aller rien que prendre le bus. Monter dans un tram, monter dans un train, ça met des plombes, il faut une tierce personne. Complètement. Monter dans un avion, enfin, tous ces gestes qui nous paraissent tellement évidents et normaux parce que nous, on ne se pose même pas la question. Alors qu'il y en a plein qui ont besoin d'aide. Eh bien, c'est juste pas au point du tout. Donc, ça va encore mettre des plombes jusqu'à ce que tout soit aux normes. Rien que les toilettes publiques. Ah oui, tout est très lent quand même en France. C'est très parce que justement, il faut que ça passe par des institutions, des machins officiels, et voilà, après tout à fait. Marie-Claudine, est-ce que tu veux compléter ? Oui et non, parce que je vais vous dire. Commençons par le oui et après tu pourras faire le non. C'est ambivalent. Pour les personnes qui fréquentent les bibliothèques sonores, la loi de 2005, en fait, n'a pas changé grand-chose. Nous, la seule chose que nous leur demandons, c'est un certificat médical qui ne vient pas de la MDPH, mais qui vient de leur médecin traitant, de leur ophtalmologue. Et par exemple, pour des scolaires, ça peut être quelqu'un qui est auxiliaire de santé et qui peut remplir une fiche attestant que l'enfant ne peut pas lire de façon cursive. Et que, voilà. On n'est pas toujours obligé de passer justement par la MDPH pour les scolaires. Bon. Mais
nous avons eu d'autres freins antérieurs à 2005, c'était les éditeurs. Parce que les éditeurs, ils avaient leur précaré. Et donc, ils ne voulaient pas, pour certains d'entre eux, ils ne voulaient vraiment pas que nous puissions faire des enregistrements sonores effectués par des bénévoles. Donc, nous, on ne gagne rien là-dedans, on s'investit complètement pour enregistrer, mais nous avons eu des éditeurs qui opposaient un refus formel. Et de la même façon, pendant longtemps, on avait essayé d'ouvrir la possibilité de ces enregistrements à prêter à des personnes souffrant de maladies dégénératives. C'était à nouveau un frein total des éditeurs qui nous disaient, si vous passez outre, nous vous coupons toute autorisation d'enregistrer. Donc, c'est venu petit à petit. Maintenant, nous pouvons enregistrer sans avoir la bénédiction des éditeurs. Nous avons d'autres freins maintenant, mais enfin bon, si vous voulez. Et puis, est arrivée la possibilité pour les scolaires. Mais pour cela, nous avons toujours dû attendre l'autorisation de l'État. Des éditeurs d'abord, puis de l'État. Et donc 2005, pour nous, c'est pour ça que je dis oui et non. Ça n'a pas changé grand-chose, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on parle beaucoup plus d'enregistrements que l'on peut trouver dans le commerce, et ce n'est plus quelque chose qui distingue des personnes aveugles et malvoyantes qui recourent à ces enregistrements sonores, puisque tout un chacun a envie de s'approprier la lecture de façon sonore. Voilà. Merci à toi. Et toi, Nicolas, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, il y a, comme on disait, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est vrai qu'au niveau paperasse, je remarque pas tellement d'amélioration parce qu'au final, c'est un des points centraux de notre vie, de toujours justifier du handicap, alors que bon, les miracles arrivent quand même assez rarement. Donc, en général, on ne retrouve pas la vue au bout de 5 ans, par exemple. Donc, devoir refaire à chaque fois des demandes de carte d'invalidité tous les 5 ans, même s'il y a un peu d'amélioration ça c'est dingue, ça. à ce niveau-là. Oui, voilà. dingue. J'ai des exemples assez drôles. Moi, j'aime bien toujours le prendre de ce côté-là. Par exemple, j'ai un ami qui a des prothèses oculaires. Une personne de la MDPH qui l'appelle et qui lui demande alors, ça va pas mieux au niveau des yeux ? Non. ou alors, un jour, je lui demandais aussi une aide pour du matériel médical niveau hygiène. Et puis, parce que c'était vraiment nécessaire pour avoir moins d'infections urinaires par rapport aux autosondages. Et puis, on me répond pourquoi vous ne rembourserez pas aussi vos cigarettes pendant qu'on y est ? C'est quand même... Non, là, c'est horrible. Mais c'est super que tu le prennes, effectivement, ouais, parce que alors, là, je rebondis sur le TDAH et l'impulsivité. Alors moi, ça, c'est le genre de choses... Non, mais moi, la moutarde me monte direct et je pars en vrille totale parce que c'est tellement énorme. C'est juste... Alors, ça, c'est moi, mais c'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Ça, je c'est dis 10 inhumain ans même. après. Hein. C'est indécent. Oui, on est bien d'accord. 10 ans après, sur le coup, j'ai pas rigolé. Non. Je me doute. Mais il faut quand même arriver à en rire. À un moment donné, c'est pas donné. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal quand même à rire de certaines choses. Hein. J'essaye. Hein. Je chemine, j'avance. Mais il y a des choses pour moi qui sont tellement inadmissibles, honteuses, scandaleuses, minables. Enfin, c'est inacceptable. C'est lamentable et il y a des choses, juste, j'arrive pas encore. Je suis pas encore à ce niveau. Peut-être que ça viendra. 36 ans d'expérience, donc comme expérience professionnelle, c'est pas mal, non ? C'est pas mal. Bon CV. Ce que disait Jean-Claude Convenant dans la série Caméra Café, si jamais vous connaissez, 15 ans d'expérience feront toujours la différence. C'est ça. C'est le même principe. Non, mais disons que ce qui est dingue, et c'est là où, à un moment donné, des fois, je me dis quand même, est-ce qu'on parle la même langue, c'est que, alors nous, chez Typique Atypique, on essaye. Alors, on a des contacts avec la MDPH, avec différentes personnes. J'ai eu des personnes vraiment super, mais qui ne sont pas forcément les décideuses, forcément, sinon c'est pas drôle. Et effectivement,
effectivement, ça c'est aussi une réalité, et on le sait, hein, dans les équipes pluridisciplinaires, en tout cas qui décident, hein, qui mettent le petit tampon sur est-ce que oui, on accorde le fameux taux de plus de 50% ou pas, il y a malheureusement une partie de ces équipes-là qui, je pense, devraient juste ne plus être dans ces équipes de décision, parce que... ils n'ont pas évolué, ils sont restés sur des espèces de vieux machins, on ne sait même pas d'où ça... Enfin, et on ne peut pas, enfin, quand on est là-dedans, dans le handicap, enfin, on ne peut pas rester sur des espèces d'a priori, de préjugés, des convictions qui datent de Mathusalem. Enfin, ce n'est pas possible. Et en plus, on doit s'informer. On doit connaître... Enfin, la MDPH, c'est eux qui gèrent quand même, c'est la maison du handicap. Ils doivent connaître tous les tenants et les aboutissants de tous ces handicaps qu'ils sont censés gérer. Enfin, sinon, c'est pas possible. Enfin, c'est complètement délirant. Alors, j'apprécie beaucoup, Virginie, tes interventions, parce que tu permets en fait de faire les transitions à chaque fois à mes questions. Donc, on est professionnel. Voilà, en fait, on s'est préparé en amont. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a tout un tas de problématiques. Donc, moi, j'aimerais bien justement vous poser une question, puisque voilà, vous êtes toutes et tous dans des structures. Comment est-ce qu'on peut concrètement aider les personnes qui sont en situation de handicap? Comment est-ce qu'on peut les accompagner, Marie-Claudine? Bon, moi, ça fait... Oui. Bon, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les bibliothèques sonores, hein, et j'enregistre des livres. Alors, pour moi, de façon... Enfin, quand je suis toute seule face à mon ordinateur et que j'enregistre, je me dis que, à ma manière, comme tous les autres donneurs de voix de l'association, puisqu'il y a 110 bibliothèques sonores de l'association en France, ça fait plus de 1500 donneurs de voix en tout qui œuvrent comme ça chez eux. On est seul face à son appareil, face à son micro, mais on sait qu'en bout de chaîne, on va apporter de la lecture qui va permettre de se délasser, de se cultiver. Et si vous voulez, on a eu un retour d'une vieille dame qui est décédée au début de cette année, mais c'est son gendre qui nous en a parlé. Elle est décédée à la suite d'une fracture du fémur, hein. Et son gendre nous a dit qu'à passer 95 ans, sa belle-mère, qui empruntait des ouvrages, était très heureuse de lire de façon sonore, mais également très heureuse de pouvoir parler de ses lectures et de recommander certaines lectures à des gens de sa parenté ou de son entourage. Alors là, je me suis dit qu'on avait vraiment réussi avec ce genre de réaction. On a des personnes pour lesquelles le handicap n'existe plus. Elles lisent. Quand elles s'inscrivent, elles disent qu'elles vont écouter. Quand elles ont écouté quelques livres, elles ont lu, en fait. Donc, elles ont retrouvé le chemin de la lecture, et ça, c'est fabuleux. Merci à toi. Et toi, Nicole, est-ce que tu as des conseils ? Les gens qui nous appellent, alors il n'y a pas des appels tous les jours, hein, évidemment, le spina bifida fait partie quand même des maladies rares, mais encore, c'est la moins rare des maladies rares, puisqu'on est à peu près 23 000 en France de recensés, sans parler de ceux qui ne se définissent pas, hein, qui ne nous alertent pas parce que ça parle pipi-caca et ce n'est pas forcément... c'est un sujet tabou. C'est clair. Donc, quand les gens nous appellent, l'association met quand même à disposition le matériel, en fait, pour, comme Nicolas le disait, donc pour les sondages, pour les lavements coliques, tout ce qui a trait à l'handicap, pour les escarres, les personnes qui sont en fauteuil roulant, il faut plein de choses supplémentaires, hein. Il y a la kinésithérapie, il y a beaucoup de choses. Et donc, mais on a aussi un devoir. On donne beaucoup de conseils au niveau psychologique parce que il faut se mettre à la place d'une maman qui vient de mettre au monde un enfant avec un spina bifida. Déjà, on parle chinois parce qu'elle ne saura pas forcément ce que c'est. Ensuite, le médecin essaye de lui expliquer dans des termes normaux en quoi ça consiste. Est-ce que l'handicap sera lourd? Est-ce qu'il y a une hydrocéphalie? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a juste comme chez moi, une incontinence urinaire et une constipation chronique, hein, mais après, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Hein. Moi, j'ai quand même 56 ans et demi. Donc, après, il y a plein de choses qui se rajoutent, hein, avec l'âge. Et donc, il y a tout un parcours parce que le côté purement pédiatrique, on a des consultations pluridisciplinaires à l'hôpital de Haute-Pierre, donc au CHU de Haute-Pierre, qui sont très bien ficelées.
jusqu'à l'âge de 16 ans et 3 mois, où vous n'êtes plus considéré comme un enfant. 16 ans et 3 mois. Oui. Ah oui, c'est pas comme la majorité parlementaire. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. C'est la majorité médicale. Et donc, à partir de 16 ans et 3 mois, vous êtes considéré comme un adulte. Et alors, à qui est-ce qu'on s'adresse après? Entre le néphrologue, l'urologue, le gastro-entérologue, le gynécologue, l'orthophoniste, le kinésithérapeute, c'est un schmilblick pas possible. Donc moi, je suis maintenant suffisamment rodée. Je suis en train de suivre un petit garçon qui a 6 ans. C'est des personnes qui sont venues d'Albanie, qui connaissaient rien de rien. J'ai dû tout reprendre à zéro, les accompagner sur le plan médical. Je les accompagne à tous les rendez-vous médicaux, tous. Hein. Il faut traduire, enfin il faut expliquer en français des fois béaba, hein, en quoi ça consiste. Ne pas trop brosser le tableau en noir, parce que sinon, c'est des gens qui vont se suicider, hein, oui. Tout en sachant que l'issue peut être fatale. Parce que le petit garçon dont je parle est lourdement handicapé, avec une scoliose à 50%, avec une incontinence urinaire, avec une constipation chronique, et j'en rajoute. Donc, ce gamin, il n'a pas forcément un avenir rose. Cependant, en France, son avenir peut être plus confortable que s'il était resté dans son pays d'origine. Et là, ouf. Est-ce que tu as des choses à compléter, Virginie, après tout ça? J'ai même perdu le fil de la question. Non. Donc la question, c'était comment on peut aider... Comment peut-on aider et soutenir les personnes en situation de handicap? Moi, je pense que quand on est dans l'associatif, dans les sujets là dont on parle, hein, que ce soit d'ailleurs handicap visible, invisible, peu importe, et je pense que c'est un peu le but de nous tous et en général des associations, le but premier, et je pense que c'est très important, c'est effectivement l'information et le soutien. On communique très mal en France. Enfin, on ne sait pas communiquer, on communique mal. Non, mais c'est une réalité. Hein. La communication est mauvaise, elle passe mal, elle est toujours partielle. Enfin, moi, je le vois hein, dans notre... Enfin, on n'a toujours que des bribes. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui existent, mais alors, il n'y a jamais personne qui va venir... nous les apporter sur un plateau. Et c'est vrai qu'en fonction du trouble, du handicap, enfin, des fois, c'est très compliqué. C'est le parcours du combattant. Il y a une errance médicale qui est énorme. Après, il y a quelle prise en charge, hein, parce qu'il en existe plein. Et donc, en tout cas, nous, chez Typique Atypique, c'est vraiment, et moi, j'y tiens notre credo, informer, communiquer, diffuser l'information, soutenir, c'est-à-dire voilà, recevoir les familles, leur expliquer, leur donner différentes possibilités, leur donner peut-être les noms des bons professionnels, leur proposer un panel de prise en charge. Et après, chacun fait son choix, mais vraiment de leur apporter ça, entre guillemets, donc sur un plateau. Et ça, c'est déjà le début, justement, du soutien et de l'accompagnement qu'on peut faire pour ces personnes-là. Et après, de toute façon, en général, les gens reviennent hein, vers... et la plus belle récompense, c'est quand les gens vous remercient et disent oh, « ça y est, on voit la lumière et on avance et on sait... » Et finalement, en tout cas, nous, c'était le point de départ hein, quand on a décidé de monter l'association. Quand ça m'a pris, là, je ne sais pas ce qui m'a appris d'ailleurs ce jour-là, mais après, c'était aussi par rapport à mon vécu, parce que moi, j'ai beaucoup ramé, galéré avec mes enfants, hein, qui sont tous les trois atypiques. Mais grâce à eux, j'ai pu découvrir mes propres particularités. Et c'est grâce à eux que j'ai créé cette association. Et je pense que c'est vraiment le point de départ. Avant même que la personne... passe le pas de la porte pour un suivi ou une prise en charge thérapeutique, c'est déjà de connaître, de savoir de quoi il en retourne, de comprendre, et pour pouvoir après avancer. Donc je pense que le point de départ, c'est ça. Alors, avant de donner la parole à Nicolas pour qu'il nous expose aussi son point de vue, je rebondis juste sur ce que tu disais. Peut-être que la création de Typique Atypique, n'est-ce pas un cadeau que tu voulais faire à tes enfants? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Et toi, Nicolas, alors, est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, alors, moi, je pense que là, on a répondu à cette question sur beaucoup de plans. Et je pense vraiment, là, grand public, voilà, il y a des personnes admirables, comme la personne à ma droite, qui s'engage depuis 40 ans pour la lecture. Je ne pense pas que toute personne qui nous écoute aura forcément la foi pour aller jusque-là. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Mais pour le grand public, je dirais que
En fait, j'ai l'impression que plus il y a des politiques du handicap dans un pays, moins les gens se sentent, la population générale se sent concernée. Ouais. Et c'est vrai que quand on va dans des pays où la politique du handicap est moins développée, c'est la solidarité qui se met avant tout en place. Et ça, malheureusement, ça se perd. Et la solution, dans 90% des cas, je dirais, bien sûr, il y a des choses techniques qui sont nécessaires. Par exemple, il y a des bâtiments qui seront jamais accessibles uniquement par l'aide humaine. Ça, faut être réaliste. Pareil pour la lecture, pour les malvoyants et tout ça. Mais dans beaucoup de cas, c'est simplement l'aide de l'autre qui peut être la solution. Et puis, quand on développe quelque chose, je pense qu'il faut essayer de tenir compte du handicap dès le départ. Souvent, quand on est dans des associations, on nous appelle pour adapter quelque chose qui a été développé, même pas forcément depuis longtemps, depuis 2 ou 3 ans. Et puis, en gros, moi, j'ai l'impression qu'on est là, pour dire les choses clairement, on est là pour attraper les conneries, quoi. Alors que si on tenait compte du handicap dans le développement dès le départ des choses, ça se ferait de façon beaucoup plus naturelle. Je pense par exemple au site internet. Maintenant, il y a des process qui sont bien établis pour rendre les pages internet accessibles, avec les synthèses vocales par exemple. Et donc, pourquoi dans les écoles de développeurs par exemple, on leur demande pas d'intégrer ça dès le départ? Pourquoi il faut et ça arrive même des fois que les choses soient faites, soient mises en place, puis il y a un nouveau développeur qui arrive et le site change et n'est plus accessible. Et là un autre exemple que j'aime beaucoup, et là moi j'ai un peu cherché mais j'ai pas trouvé. Par exemple les masques, ça parle à tout le monde ça. C'est clair. Les masques, on s'est mis à les produire d'un coup à très grande échelle. Sauf que pour les personnes sourdes, c'est un vrai problème. Le fait que, comme là, ils soient noirs et tout. Oui. Pourquoi on n'a pas tout de suite produit des masques transparents alors qu'on les a produits de zéro? Donc, et maintenant, moi j'ai même pas trouvé d'endroit pour me procurer de masques transparents. C'est parce qu'on manque beaucoup de bon sens. Le Voilà. bon sens, c'est devenu conceptuel. Je veux dire, on est plus parti rien de n'est zéro. évident. Ouais. Mais comme le soulevait Virginie, c'est que les gens qui éditent les lois ou qui s'occupent de ça, ils sont déconnectés. Ils ne sont pas concernés complètement. en fait. Oui. Si c'était des personnes concernées Complètement. qui s'occupaient du concept et qui réfléchissaient, il n'y aurait pas de problème. Mais ça comme reste c'est des des gens qui politiques. sont même pas, qui savent même pas de quoi ils parlent, Tout à fait. c'est normal qu'on va droit dans le mur ou qu'on arrive à des choses qui sont complètement loufoques, quoi. Oui. Ça reste tout est politique en fait. C'est une réalité. Tout est politique et tout est politisé. Donc, voilà, à un moment donné, et c'est pour en revenir à la loi de 2005 comme à d'autres lois, on a plein de bonnes lois en France, on a plein de bonnes choses, mais on ne réfléchit jamais à la mise en pratique. On lance le truc, un peu comme moi quand j'ai décidé de créer la SOS, je me suis levée, voilà. On lance le truc qui est bon sur le papier, sans réfléchir effectivement à comment on va faire en pratique. Parce qu'effectivement, la loi de 2005, ok, super, mais rien n'était adapté. Et on est en 2021 et c'est toujours pas le cas. Alors, combien de décennies encore on va attendre Enfin voilà, c'est ça. Alors, quelqu'un un jour disait gouverner, c'est prévoir. Donc, Oui, tout à fait. Vous pourriez effectivement vous poser la question si le fait de ne pas prévoir, c'est-à-dire que les gens ne gouvernent pas, ou alors d'autres choses. En tout cas, on arrive à la conclusion de notre partie interview, et je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission Le Son des Associations, qui est la partie que tout le monde préfère, qui est tout simplement la partie du quiz. Et je sais que vous attendez avec impatience la question que je vais vous poser. Attention. Et pour faire notre petite transition, nous avons toujours le petit jingle des Whipper Circus que tout le monde adore. Le son des assos. Le son des assos. Alors pour ceux qui auront la chance de regarder la vidéo, vous verrez que les gens sont toujours un petit peu en train de danser pendant notre jingle. Alors nous passons à notre partie quiz. J'avais une question à vous poser. Vous êtes
toutes et tous dans des structures associatives dans le domaine lié au handicap. Et donc la question, la voici. Est-ce que vous avez une obligation d'avoir dans ce qu'on appelle le conseil d'administration, on va dire l'organe de décision de vos associations, de vos structures, est-ce que vous avez une obligation d'avoir des personnes, donc plusieurs personnes qui seraient issues du secteur médico-social? Est-ce que vous savez si oui ou non une association se doit d'avoir des personnes issues de ce secteur quand on est dans des objets liés au handicap? Non. Moi, Alors, je dirais non. Virginie. Je sais pas s'il y a une loi là-dessus. Moi, je dirais non. Comme ça. Allez, Virginie nous dit non. Marie-Claudine. Moi, je pense que non. Mhm. Allez, super. Nicole. Moi, je pense que non aussi. Et donc Nicolas. Pour moi, je dirais que les carottes sont cuites, parce que j'ai pas la réponse. C'est ça. Mais non, je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'elle fait concrètement sur le terrain. Si c'est pour une association, c'est très large. Il y a des associations qui fonctionnent un peu comme des think tanks, des choses comme ça, qui ont plus de réflexion. Donc là, je pense pas. Mais après, c'est sûr que si elles accueillent directement du public, peut-être il faut, en fonction du type de handicap, peut-être il peut y avoir une personne. Et la réponse, attention. La réponse, eh bien, la réponse est effectivement non. Vous n'avez pas une obligation d'avoir des personnes liées au secteur médico-social. Par exemple, moi, je connais énormément d'associations qui sont justement qui viennent en aide à des personnes en situation de handicap et qui ne sont composées soit que, par exemple, de personnes qui elles-mêmes n'ont pas de handicap, ou alors des personnes qui ont des handicaps sans avoir de professionnels, en fait, dans l'association. Ce n'est pas une obligation. Après, c'est sûr que quand on est dans ce domaine, c'est toujours intéressant d'avoir au moins une ou plusieurs personnes qui peuvent être des médecins ou qui peuvent être, je sais pas moi, des infirmiers, des infirmières, des gens qui sont liés d'une manière ou d'une autre et qui peuvent effectivement avoir soit un regard, comme le disait Nicolas, un regard dans le domaine, donc qui pourront vous donner des conseils ou autres, ou alors qui ont justement une maîtrise technique et qui, dans certains cas, pourront effectivement intervenir. Donc ça, c'est effectivement conseillé quand même d'essayer d'avoir. Ou alors, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est vrai que parfois, je vois aussi des associations qui ont ce qu'on appelle un espèce de conseil médical. Donc en fait, on a effectivement l'organe de direction et à côté, on a un autre organe qui est plus des scientifiques ou autres qui apporteront plus une aide théorique, on va dire. Ou alors, on a même des gens qui rentrent vraiment en partenariat avec des hôpitaux ou avec des structures, ce qui permet là aussi d'avoir des gens qui vont pouvoir intervenir. Donc ça permet vraiment, on va dire, de rassurer au mieux en fait, tout le monde, à la fois les bénévoles, les membres, mais aussi, par exemple, si vous intervenez avec des personnes en situation de handicap, des enfants, etc., d'avoir quand même des professionnels qui seront en mesure d'intervenir. Alors, nous, on a un super réseau à ce niveau. Alors, puisque moi je dis non, mais on n'avait pas prévu ça, mais en fait, de fil en aiguille, alors on a quand même beaucoup de chance, on a fait des rencontres extraordinaires et on a des professionnels qui ont adhéré, psychologues, neuropsychologues, sophrologues, psychiatres, et qui nous soutiennent, avec qui on a même des projets, on mène des vraies choses, et c'est juste extraordinaire parce que c'est une magnifique reconnaissance pour nous. Ça nous donne de la légitimité aussi, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a aussi ça, les gens ont besoin quand même d'être rassurés. Donc, nous, en tout cas, chez Typique Atypique, c'est juste extraordinaire parce que... et puis, ça s'est fait tout naturellement, en fait. Et peut-être parce qu'on véhiculait certaines choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un super réseau. Et là, on est en train, justement, de monter une petite équipe pluridisciplinaire avec donc des professionnels pour pouvoir répondre à certaines familles qui ont vraiment qui sont dans des situations très compliquées, à qui on a donc balancé une information préoccupante, où il y a vraiment des grosses problématiques. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est merveilleux. Voilà. Alors, je vais vous poser une dernière question qui est tout simplement, là, qui ne se répond ni par vrai ni par faux. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion, comme le disait Nicole en début, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des choses loufoques, justement, ou est-ce que votre handicap vous a permis de faire des choses loufoques à un moment de votre vie ? Alors, je poserai la question à Nicolas, évidemment, après, parce que je sais que lui, il a vécu des choses, mais est-ce que Nicole, Virginie, Marie-Claudine, vous avez eu l'occasion de vivre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire grâce à votre handicap? Bon, grâce entre guillemets, évidemment. Non.
je suis désolée, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vraiment de handicap, sauf mon genou qui me joue des tours. Mais les choses loufoques, non, pas vraiment, mais c'est plutôt parfois d'accompagner au téléphone ou physiquement les personnes malvoyantes et de leur insuffler à nouveau beaucoup de courage. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas loufoque, c'est normal. Donc, dans ce sens, je dirais que je ne suis pas très loufoque. Et donc, toi, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, peut-être ? On est là jusqu'à minuit, alors. Hein. Une anecdote rapide pour ne pas être là jusqu'à minuit. Oui. Une anecdote rapide, une anecdote un peu rigolote. Je randonne beaucoup et ça m'est arrivé de randonner d'une part avec des personnes malvoyantes et d'autre part des personnes qui voyaient des bienvoyants. Et au milieu de la randonnée, on se sépare, d'un côté les malvoyants et de l'autre côté les voyants. Et en fait, on s'est rendu compte que les malvoyants étaient arrivés bien avant les voyants, qui ont dû se faire raccompagner d'ailleurs par la patrouille parce qu'elles étaient perdues dans la forêt. Non, mais moi je pense qu'effectivement ça m'a ouvert des portes. Par exemple, pour faire une expédition au lac Baïkal avec l'association Vivre Ensemble. Et puis, j'ai créé une page qui s'appelle Nico Andy Rotard pour un petit peu partager ces aventures. Et la prochaine démarre dès la semaine prochaine, puisque je pars samedi prochain pour 1400 km en tandem de Strasbourg à Toulouse. Voilà, donc un petit mois de balade que vous pourrez suivre sur la page si le cœur vous en dit. Alors, je dois avouer que j'aime énormément ce public qui m'accompagne aujourd'hui, puisque à chaque fois, en fait, ils arrivent à enchaîner les transitions. Parce que tout simplement, nous arrivons un petit peu à la fin de notre émission, et donc nous arrivons au moment un petit peu de faire votre promo, si je puis dire. Alors, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter, s'il y a des gens qui veulent s'investir justement dans vos associations? Marie-Claudine, comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, on peut se contacter au site de la bibliothèque, c'est BS comme bibliothèque sonore, -du6, strasbourg.fr. Ça, c'est le site de la bibliothèque en tant que telle. Pour les personnes qui auraient envie de s'inscrire et de télécharger par la suite, ou pour tous les scolaires, par exemple, là, il y a un site plus large. C'est tout attaché sans accent ni rien. Les bibliothèques sonores, donc il y a 2 S qui se suivent, hein, .org. Et là, ça permet à tout un chacun, vous pouvez dès aujourd'hui regarder tous les livres qui existent et savoir, ensuite, vous ne pourrez télécharger que quand vous êtes inscrit. Voilà. Mais ça permet quand même de savoir que pour les scolaires, il y a grosso modo 3000 titres à leur disposition. Hein, et on peut venir nous voir rue de la Première Armée. Nous avons nos permanences. Toutes nos différentes manifestations ont été supprimées avec ces effets Covid et autres, mais nous espérons nous retrouver bientôt s'il y a la rentrée des associations, etc. Enfin, voilà, c'est un peu plus restreint en ce moment. Merci à toi. Merci. Et Virginie pour Typique Atypique. Alors, moi, je suis partout. J'adore, en fait. Non, mais j'aime la com. C'est mon dada. Et j'aime les réseaux sociaux. Donc, nous, on a une page Facebook, donc Typique Atypique. On a un site internet, Typique Atypique. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn. Je crois que c'est déjà Typique Atypique, c'est ça? Tout Typique Atypique. C'est très simple. On ne va pas commencer à se compliquer la vie. Donc, quand on tape Typique Atypique, ça sort automatiquement. Et on peut donc nous contacter. Sur le site, il y a une rubrique. On peut nous contacter par mail. Sur Facebook, il y a la boîte Messenger. Instagram, c'est génial. Alors là, je ne pensais pas, mais c'est vraiment top comme moyen de com aussi. J'ai eu des contacts fantastiques. LinkedIn, c'est un peu plus axé pro. Et puis après, on est présent, pareil, quand il y a possibilité. Bon, là, c'est vrai que depuis 1 an, tout est à l'arrêt, mais on est à la journée des 10, on est à la rentrée des associations. Après, nous, en interne, on organise aussi des événements. Et voilà, mais après, les gens nous contactent et on s'est mis un point d'honneur à répondre à tout le monde, que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas.
parce qu'on est une association et que dans notre esprit, voilà, association, qui sommes-nous pour dire une personne, vous n'avez pas adhéré, on ne va pas vous répondre, non. Donc on répond à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on est un tout petit peu débordé, mais on essaye vraiment dans des délais raisonnables de répondre à tout le monde. Et puis après, on peut aussi, les gens peuvent ponctuellement nous demander à ce qu'on les appelle. Et on a depuis quelques mois la chance d'avoir un bureau à la Méno, dans les locaux de l'entreprise d'un ami qui est aussi le mari de la vice-présidente, qui en fait qui nous a mis à disposition un magnifique bureau. Et on reçoit les gens, on fait 2 permanences par semaine en moyenne. Voilà. Super. Nicole pour Spina Bifida. Alors, l'association Spina Bifida a donc son siège est à Paris, au Plessis-Trévise. Et donc, il y a une adresse postale, évidemment. Et on est présent sur les réseaux sociaux un peu partout, c'est-à-dire sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Twitter, je n'ai pas. Voilà. Alors, si des personnes sont intéressées, on tape simplement Spina Bifida France et on tombe en fait sur la page Facebook de l'association, donc du siège, où on a toutes les informations concernant le handicap en soi-même, mais aussi il y a un forum. Donc, ce qui est important, c'est que le forum a 2 visées. C'est-à-dire que d'une part, c'est un forum pour les handicapés eux-mêmes qui peuvent discuter de leurs problématiques parce qu'on se retrouve tous un peu au niveau urinaire et au niveau sphinctérien. Enfin, c'est pareil. Après, il y a d'autres questions. Et donc, on est rassuré parce on sait de quoi on cause. Parce que les gens ont souvent les mêmes symptômes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un forum qui est dédié aux professionnels, uniquement accessible aux médecins. Parce que ce qu'il faut savoir, que même si on est suivi par un médecin traitant, souvent il en sait moins que nous. Donc c'est un peu nous qui lui disons ce que c'est le Spina Bifida. Et donc les médecins traitants et tous les autres, que ce soit des neurologues, même des psychiatres, des pédopsychiatres, enfin tous les professionnels de santé peuvent s'inscrire sur ce forum pour en savoir plus et pour répondre au mieux au questionnement des personnes concernées, que ce soit des parents d'enfants handicapés de Spina Bifida ou les Spina Bifida eux-mêmes. Voilà. Moi-même, donc en tant que déléguée régionale, puisque sur la page Facebook centrale, vous aurez les 13 régions et dans chaque région, il y a donc un délégué ou une déléguée ou des fois même un binôme. Moi, je suis donc sur le 67 et j'ai donc une page personnelle qui s'appelle Spina Bifida Bas-Rhin. J'ai une collègue dans le Haut-Rhin, parce qu'on ne peut pas, c'est trop loin, donc on se partage les 2 départements. Et si quelqu'un veut me contacter, il ira sur cette page, ou alors j'ai mon adresse professionnelle, mail, voilà. Puis le numéro de téléphone, le portable, enfin bref, il y a 1000 façons, avec toutes les nouvelles technologies, il n'y a aucun problème pour nous joindre, voilà. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui nous verront, vous avez 1 milliard de façons de contacter nos invités. Fait, ouais. Donc on arrive à la fin de notre émission. Moi, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. Je rappelle évidemment, pour ceux que ça intéresserait, si vous avez des questions à poser au niveau juridique à la MDS, vous pouvez contacter sur conseil@mds.org. Si vous avez des questions d'ordre plus animation, vous avez projet avec un s@mds.org. Et d'ailleurs, vous en avez beaucoup parlé, et donc ça fait une très belle transition encore une fois. Il y a le village des associations qui revient en septembre, donc ce sera le 18 et le 19 septembre exactement au parc de la Citadelle. Et pour info, alerte spoiler, les inscriptions commenceront à partir du mois de juin. Donc je vous invite à regarder évidemment mds.org, le site, ainsi que village-mds.org, qui est le site spécial du village, pour pouvoir s'inscrire. Et pour les associations qui aimeraient participer au son des associations, vous pouvez contacter projet avec un s@mds.org pour pouvoir nous contacter, nous dire qu'est-ce que vous faites, si vous avez envie de participer. Moi, je vous remercie. Et Virginie. Dernière chose. Comme j'ai pas pensé. Alors, juste, nous, notre prochain événement, parce qu'il est important, le 12 juin, samedi 12 juin à Strasbourg, et dans plusieurs autres villes de France, mais nous, on sera à Strasbourg, on organise la première journée nationale de sensibilisation au TDAH. Voilà. Et donc, on sera malheureusement en webinaire, mais c'est mieux que rien. On aura des professionnels, il y aura des conférences, et c'est un sujet hyper important. Et il faut absolument qu'on commence à l'entendre et à le prendre en charge correctement. Donc, samedi 12 juin. Voilà.
Merci à toi, Toutes Virginie. les infos sont partout sur les réseaux. Bien, vous retrouverez toutes les infos. Et donc, je vous propose de nous quitter sur cette merveilleuse musique des Whipper Circus qui fait toujours danser les foules. Au revoir à tous. Au revoir, Au merci. revoir, Au revoir, merci. merci.